Vous regardez un film ou une série télé. Les différentes actions s'enchaînent et à un moment, un personnage disparaît tragiquement. À un autre moment, deux personnages se mettent en couple quand deux autres se séparent. Ici, des tensions arrivent subitement dans un groupe. Encore une autre fois, il y a un retournement final tellement dingue que vous remerciez la terre entière de ne pas vous être fait spoiler, vous permettant ainsi de savourer ce moment et le frisson de plaisir qu'il vous procure. Ces situations vous happent, vous surprennent, vous émeuvent. Parfois même, vous les attendiez sans trop savoir quand ça arriverait. Mais en y réfléchissant bien, vous vous dites que ça a un sens. Vous ne vous l'expliquez pas, mais plus vous y pensez, plus ça vous semble logique. Ça devait arriver. Il y a plusieurs éléments du scénario, de la réalisation ou même du montage qui pourraient expliquer tout ça. Mais aujourd'hui, laissez-moi vous parler de la scène d'exposition. Si je vous dis le mot incipit, ça vous rappellera sans doute vos cours de français au collège ou au lycée, ou les deux. Incipit. Oh. Dans un livre, l'incipit correspond au début de l'œuvre, parfois même ses premiers paragraphes. Comme pas mal de mots un peu techniques qu'on a pu apprendre en français, le mot incipit vient du latin, et plus précisément du verbe incipere qui veut dire prendre en main ou commencer. L'incipit, c'est pas simplement un mot pour désigner arbitrairement le début d'un texte. C'est aussi une fonction, celle de commencer un récit. Les films n'étant pas découpés en paragraphes mais en scènes, on parlera alors de scène d'exposition. Comme l'incipit, la scène d'exposition permet de bien commencer le film, de prendre par la main le spectateur en lui exposant l'environnement, les personnages, leurs relations, et parfois même des objets importants. La scène d'exposition servira aussi à poser les enjeux de l'histoire. Si en vous parlant d'incipit, vos vieux cours de français vous sont revenus en tête, vous devez sans doute vous rappeler du découpage d'un récit, qui commence par une situation initiale, bouleversée par un élément perturbateur qui entraîne plusieurs péripéties avant d'arriver à la résolution, puis la situation finale. La scène d'exposition d'un film correspond donc à la situation initiale. Et pour vous montrer à quel point il ne faut pas en négliger l'écriture et la réalisation, on va s'attarder sur les premières minutes d'un film méga culte. Volcano ? Non, ça sera pas Volcano. Alien, le 8e passager est un film sorti en 1979. Il raconte l'affrontement entre 7 routiers de l'espace et une mystérieuse créature ramenée à bord de leur cargo spatial après avoir été sommés par la compagnie qui les emploie de remonter les origines d'un signal émanant d'un vaisseau extraterrestre échoué sur une planète froide et désertique, LV-426. Le film est le fruit d'une production hybride basée sur une histoire de Dan O'Bannon, écrite chez son pote Ronald Shusett, alors qu'il essayait de sortir d'une dépression consécutive à l'arrêt brutal de la pré-production du pharaonique Dune d'Alejandro Jodorowsky, sur lequel il devait superviser les effets spéciaux. Initialement intitulé Star Beast, son scénario reprend des éléments de Dark Star, film qu'il a scénarisé et officieusement co-réalisé avec son pote d'école du cinéma de l'époque, John Carpenter. Le scénario est retravaillé par des sommités comme Walter Hill, puis il est renommé Alien. Lors des phases de pré-production, Dan O'Bannon suggère de faire appel à l'équipe avec laquelle il bossait sur Dune, à savoir Ron Cobb, Mobius et bien entendu H.R. Giger qui signera le look du célèbre xénomorphe. La mise en scène est confiée à un réalisateur pour qui ce sera son second long métrage, Ridley Scott. Pour vous expliquer la notion de scène d'exposition, je vais donc m'attarder sur les 5 premières minutes d'Alien dans sa version Director's Cut. Ces 5 minutes englobent les parties comprises entre le générique du début et la scène du premier repas de l'équipage. Je ne manquerai pas de tisser des liens avec d'autres scènes du film. C'est parti ? Après un générique assez lent et contemplatif consistant en un long plan panoramique balayant l'espace et passant au-dessus d'une planète plongée dans l'obscurité, nous passons au Nostromo avec un plan d'ensemble de cet imposant vaisseau et un écran titre nous informant que c'est un vaisseau de transport qui rapporte des minerais sur Terre et qu'il y a 7 personnes à bord.
Des écrans-titres ou des voix-off en guise d'introduction, c'est assez répandu dans la science-fiction. J'en veux pour exemple Star Wars ou le Dune de David Lynch, mais ici dans Alien, on nous donne que des infos techniques. On met au premier plan le vaisseau, son nom, sa fonction et sa cargaison. Concernant les personnes composant l'équipage, on nous dit juste qu'elles sont 7. Qui ils sont importe peu. C'est une façon d'enclencher le traitement qu'ils subiront de la part de la compagnie qui les emploie, au travers de l'ordinateur de bord, maman, et de l'androïde H. D'ailleurs, la suite valide cette analyse, puisqu'une fois à l'intérieur du vaisseau, nous ne voyons toujours pas d'humains. Nous visitons d'abord les lieux avant de rencontrer l'équipage par la scène du réveil, puis le premier repas. D'ailleurs, la toute première action du film, après nous avoir montré l'espace puis le vaisseau, c'est celle de l'ordinateur de bord, maman, qui reçoit le signal de la planète LV426 qui enclenche une série de commandes qui vont amener à interrompre la route du vaisseau et à réveiller l'équipage. Alien est un film qui prend au piège ses spectateurs. L'arrivée du xénomorphe à bord du vaisseau fera basculer le film dans sa partie slasher interstellaire. À partir de ce moment-là, le film s'amusera à jouer ouvertement avec nos peurs et à brouiller les pistes. J'en veux pour preuve l'apparition de la créature dans la dernière scène du film. On la croyait morte dans l'explosion du Nostromo, mais comme Ripley, elle s'était réfugiée dans la capsule de sauvetage, son corps se confondant avec les tuyaux de la cabine. Si je vous raconte tout ça, c'est que dès le départ, le film va brouiller les pistes et se jouer de nous. La première personne à apparaître à l'écran, c'est Kane, joué par John Hurt. Dans cette première rencontre avec les personnages, Ellen Ripley, l'héroïne de la saga, n'est même pas montrée. On ne la verra que dans la scène suivante. Pour un spectateur de l'époque, sachant que les acteurs n'étaient pas connus, le premier personnage qui apparaît peut signifier que c'est un personnage central, voire le héros. Pourtant, on verra plus tard que Kane est la première victime du xénomorphe, et le début du film nous donne un indice de poids. Attardez-vous sur sa toute première réplique. Si dans les premiers instants le film pose des enjeux dramatiques aussi forts pour ses personnages, on peut donc supposer que cette scène du premier repas annonce tout autant d'informations sur le reste des personnages. Après Kane, parlons de Lambert, joué par Veronica Cartwright. Voici sa seule réplique de la scène. Tout au long du film, elle sera le personnage exprimant le plus son émotivité. Ses réactions aux situations seront les plus fortes. Larmes, cris et une mémorable baffe donnée à Ripley dans la version Director's Cut. Dans le making-of du film, Veronica Cartwright explique qu'elle avait auditionné pour le rôle de Ripley, et c'est une fois arrivée en Angleterre en début de production qu'elle a compris qu'elle jouerait Lambert. Agacée par la nouvelle, trouvant que le personnage pleurait trop, elle aurait été convaincue par la production, lui expliquant que son personnage symboliserait les peurs du public. Lors de notre première rencontre avec l'équipage du Nostromo, elle est effectivement la seule à nous donner des indications de sensations et à nous montrer par sa gestuelle qu'elle n'est pas à l'aise. Son jeu se fera de plus en plus intense dans ses réponses émotionnelles à mesure que le film avancera. Nous avons ensuite Brett et Parker qui, à peine réveillés, se lancent dans des revendications salariales. S'il vous plaît ? Oui ? Pas content! Pas content! Before we dock, I think we ought to discuss the bonus situation. Right. Brett and I, we think we deserve full shares, right, baby? On voit aussi à la fin de la scène la façon dont Parker respecte l'autorité du capitaine Dallas. Can I finish my coffee? It's the only thing good on this ship. Brett et Parker sont deux personnages très complices, travaillant tout le temps ensemble. Ils sont même assez sympathiques. Mais dans cette scène du premier repas, on ignore encore les rôles de chacun. Ils sont les personnages qui s'expriment le plus lors de la scène d'exposition du film. Leur dialogue ne semble pas vraiment en rapport avec l'histoire, pourtant il est là, et il occupe toute la place dans cette scène. Pourquoi était-ce si important de leur faire dire ces répliques ? Nous savons avec l'écran-titre du début que le Nostromo est un convoi de matières premières. Certes, on est dans l'espace, mais l'équipage, c'est ni plus ni moins que des routiers de l'espace, des ouvriers employés par une entreprise simplement appelée la compagnie. Brett et Parker sont les membres de l'équipage au plus bas de l'échelle sociale, ce qui sera symbolisé par les environnements poisseux dans lesquels ils travaillent. Leurs revendications s'expliquent car ils sont bien conscients de leur place. Leur dialogue sert aussi à créer chez nous, spectateurs, de la sympathie à leur égard, si bien que leur mort nous touchera profondément. Les morts dans les fictions ne sont tragiques que si nous sommes attachés aux personnages. Merci. À l'échelle du film, de son histoire, de ses thèmes, Brett et Parker introduisent un élément central,
l'oppression que tout l'équipage va subir de la part de la compagnie, sans parler de la pression induite par la présence du xénomorphe. Cette oppression se matérialisera au travers de Ash et de l'ordinateur de bord, Maman, qui mettront en priorité la récupération du xénomorphe à la vie, voire même la survie de l'équipage. L'oppression se joue même au plus haut niveau avec le capitaine Dallas. Comme le reste de l'équipage, c'est un routier de l'espace. On ne sent pas chez lui une quelconque forme de supériorité propre à son statut de capitaine. Comme montré précédemment, l'équipage se permet des familiarités avec lui, et il s'en accommode. Brett et Parker formulent des revendications, il y répond négativement, mais sans changer quoi que ce soit à son attitude ou à sa voix. Seulement, c'est le personnage de Ash qui va démontrer que Dallas aussi est opprimé. Ash informe le capitaine que Maman veut lui parler. Tout le monde entend l'alarme qui sonne derrière. L'injonction est douce, mais d'une certaine façon, Ash donne un ordre à Dallas, qui s'exécute aussitôt. Ash est le porte-voix d'une compagnie dont la vie de ses employés importe peu. Il se fiche d'être apprécié des autres et donne des ordres au capitaine du vaisseau, qui s'exécute. S'il symbolise l'horreur qu'inflige la compagnie à l'équipage, on comprend mieux le sadisme qu'il emploiera lorsqu'il essaiera de tuer Ripley. Mettre en scène et dénoncer des oppressions, c'est quelque chose d'assez courant dans la science-fiction, notamment dans les récits dystopiques comme V pour Vendetta, 1984 ou Metropolis. Ces récits ont en commun de voir leurs personnages évoluer dans des sociétés qui veulent contrôler leur vie, ce qu'on pourrait appeler des régimes totalitaires. En s'inscrivant dans cette logique, Alien emprunte beaucoup à la dystopie, qui rajoute une forme d'horreur sociale à l'horreur brutale du massacre de l'équipage par le xénomorphe. Le fait que la compagnie n'ait pas de nom rajoute à cette oppression. D'ailleurs, on parle d'alien ou de xénomorphe, mais la créature du film non plus n'a pas de nom. Enfin, il y a Ripley. La saga Alien ne serait rien sans son héroïne emblématique. Pourtant, au début de ce premier film, il n'est pas du tout acquis qu'elle sera le personnage principal. Là encore, le film se joue de nous et brouille les pistes. Au générique, Sigourney Weaver, l'interprète de Ripley, apparaît en deuxième. Comme dit précédemment, la scène du réveil met en avant le personnage de Kane. Et dans la scène suivante, on entend quasiment tout le monde parler sauf elle, qui se contente de rire poliment aux blagues ou d'écouter. Bref, elle semble bien isolée du reste du groupe. Au final, cette position sera entretenue tout au long du film, avant qu'elle ne lutte seule contre le xénomorphe. Au final, elle était seule depuis le début. Dans les 5 premières minutes d'Alien, on voit que beaucoup de ressorts dramatiques sont mis en place par la réalisation et le scénario. Le contexte du film est posé, à savoir l'espace et le futur. Nous découvrons les lieux de l'action en visitant le Nostromo, puis nous en apprenons sur les personnages et leur trajectoire à venir. La façon de filmer est tout aussi importante, puisqu'elle donne le ton du film. Dans le cas d'Alien, c'est une caméra qui est très proche des personnages et qui tourne autour de la table. La caméra est dans la sphère intime de ces personnages. Ça permet une forte immersion qui ressemble beaucoup à ce qu'on retrouve dans les documentaires et qui nous positionne, nous, spectateurs, au cœur de l'action. Bien entendu, toutes ces analyses ne peuvent avoir du sens qu'une fois qu'on a vu le film en entier. Comme son nom l'indique, la scène d'exposition sert à montrer des éléments du film. Il faut voir ça comme une forme de vitrine qui doit nous donner envie de nous immerger dans le récit. Si certaines choses sont plus amorcées que d'autres, la scène d'exposition d'Alien prouve à elle seule la qualité d'écriture et de réalisation du film. Concernant la notion de scène d'exposition, retenez bien que si vous vous lancez dans la réalisation d'un film ou que vous animez un atelier cinéma, les premières minutes sont importantes, tant au niveau du scénario que de votre façon de filmer. Ces premières minutes doivent présenter les personnages, les lieux principaux et la situation initiale de façon efficace. Vous pouvez aussi y glisser des indices sur ce qu'il adviendra de votre histoire. Enfin, la façon de filmer donnera le ton du film. À titre personnel, sur les ateliers que j'anime, j'invite toujours les groupes que j'ai à penser leur film pour que la première minute pose tous les enjeux. Dans cette minute, on doit faire connaissance avec le personnage principal, l'environnement du film et amorcer l'histoire. Le tout doit être filmé en adéquation avec le ton du film. Alors à titre d'exemple, si c'est une comédie ou un film d'action, on favorisera des prises de vue dynamiques, là où un drame demandera une façon de filmer plus lente. Rassurez-vous, on verra ça dans de prochaines vidéos. Si vous n'avez pas prévu de vous lancer dans la réalisation d'un film, alors amusez-vous à regarder les premières minutes de vos films ou de vos séries préférées,
Et voyez comment toutes les actions à venir étaient souvent mises en place dès le début. C'est souvent très instructif et ça peut nous faire encore plus apprécier ces œuvres. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à venir débattre de tout ça dans les commentaires sur Instagram, Twitter ou Facebook. Les liens sont dans la description. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo autour de vous, à vous abonner. Et si vous voulez soutenir la chaîne, passez par Tipeee ou Utip. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, et si d'ici là vous voulez faire des films, l'important ça n'est pas de maîtriser toutes les règles du cinéma, c'est d'abord d'avoir envie de faire du cinéma.